Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Fait comme chez Watt. Fait comme chez Watt, c'est le webinaire de l'agence Watt dédié à nos chers partenaires. Alors, je suis Laure, je suis directrice générale de l'agence Watt et je vais vous parler en 2 secondes de cette formidable agence qui organise ce webinaire. Alors, l'agence Watt, c'est une agence qui fait de la communication corporate et de la communication RH et donc plus particulièrement de la communication de recrutement. C'est une de nos expertises reconnues depuis longtemps. Notre job, c'est quoi? C'est de favoriser la rencontre entre vous, recruteurs, employeurs et les candidats et pour ça, préfère, favoriser, on préfère accompagner, l'ensemble, et on vous accompagne à toutes les étapes du funnel candidat. Excusez-moi pour ce petit misfit. Notre, mission avant tout, ça va être d'optimiser l'expérience recruteur et l'expérience candidat. Alors, quand on travaille sur le funnel candidat, on travaille de l'acquisition jusqu'à la conversion. Et un des enjeux, c'est l'offre d'emploi. Et c'est ce dont va nous parler aujourd'hui Indeed, un de nos partenaires privilégiés, bien sûr, à l'agence Watt, avec un petit focus sur un sujet très, très chaud, sur le sujet de l'offre d'emploi. Un sujet très chaud, c'est la transparence salariale. Pourquoi c'est un sujet chaud? Parce que c'est un sujet d'actualité, parce que c'est un sujet tabou et également parce qu'il fait un peu chaud dans cette salle. Donc, je vais laisser la parole à nos copains d'Indeed et je vous retrouve à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Louis Ravel, je suis responsable grand compte chez Indeed. Je suis en charge de comptes dans l'industrie et l'énergie et mon rôle, c'est de les accompagner sur leur stratégie, recrutement et marque employeur. J'en profite pour saluer mes potentiels clients qui sont en visio aujourd'hui. Merci beaucoup Louis. Et Louis, on te reparle tout à l'heure où ça sera l'instant commercial où tu nous parleras de solutions Indeed. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laure et merci à Watt de nous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis Thibaut. Je suis ce qu'on appelle chez Indeed un talent strategist. Mon travail consiste à notamment accompagner les entreprises, mais aussi à sensibiliser le marché à certains points de vue qu'Indeed peut avoir sur la façon dont le recrutement devrait se passer. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Indeed, c'est une seule mission, c'est celle d'aider les gens à trouver un travail. Alors, on n'a aucune autre activité que celle-ci, avec quelques chiffres clés pour vous donner un petit peu normalement, tout le monde nous connaît, mais pour vous donner un petit peu la position d'Indeed, c'est à peu près 7 millions de personnes qui viennent tous les mois. Laure l'a dit, c'est des offres d'emploi, c'est environ 550 000 offres d'emploi. Ce sont aussi des CV, c'est une base de CV Tech, donc des candidats et des candidates qui nous confient leur CV afin d'être approchés par les employeurs et les recruteurs, mais aussi pour pouvoir postuler plus facilement aux offres qui sont présentes sur la plateforme. Et enfin, c'est aussi la possibilité de parler de marque employeur, justement, de parler de son entreprise avec des pages entreprises qui sont extrêmement consultées, puisqu'il y a eu l'année dernière, par exemple, 88 millions de vues. Alors apparemment, on a un petit problème son. Est-ce que c'est le mauvais micro? Est-ce que si je change de micro, c'est mieux? Ah. Ok, donc a priori, c'est plutôt un problème de votre côté. Merci à ceux qui ont confirmé. Désolé pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Donc je reprends, c'est donc effectivement aussi des pages entreprises qui sont consultées. Et puis une particularité d'Indeed, et j'en profite ici pour vous dire qu'Indeed et Glassdoor, c'est la même maison. Ce sont les notes et les avis qui sont au nombre de, on a plus de 13 millions de notes et avis aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que c'est un premier gage de transparence pour les candidats et les candidates. C'est de l'authenticité puisqu'ils vont pouvoir comparer ce qu'on leur raconte avec l'expérience vécue d'autres collaborateurs et collaboratrices et de candidates et de candidats. Avant de commencer, et je ne l'ai pas mentionné ici, mais Indeed a fêté ses 20 ans enfin à la fin de l'année dernière. Pourquoi la transparence salariale, ça dépasse le simple sujet RH et recrutement? C'est un peu l'angle qu'on a pris aujourd'hui. Le sujet de la transparence, en fait. Vous allez voir que la transparence salariale, c'est surtout un prétexte pour vous parler de transparence tout court dans le recrutement. Mais la transparence salariale, elle est au cœur d'une très, très grande transformation. Déjà, peut-être pour celles et ceux qui sont présents et qui sont actifs dans le chat que je vois,
J'aimerais bien savoir en un mot ce que ça vous inspire quand on vous dit transparence salariale. Voilà, un mot pour qualifier la transparence salariale. Je vais laisser quelques secondes pour voir les mots s'afficher dans le chat. Je vois que ça tape. Danger, intéressant. Sujet chaud, comme le disait Laure précédemment. Comparaison, enjeu, plus d'équité. Équité revient. Équité revient beaucoup. Ok. Bon, bah ça tombe plutôt bien. Ça tombe plutôt bien. Alors, il y a une autre question, c'est le fixe intégré, quoi. Je pense qu'on va revenir à ça un peu plus tard. Ok. Modalité à clarifier. Voilà. Ok. Beaucoup de créativité dans la communication de fourchettes, et souvent d'ailleurs, ce sont plutôt des fourches d'ailleurs qui sont présentées par les employeurs sur les offres d'emploi. Effectivement, donc il y a de la créativité aussi, mais le mot qui revient le plus souvent, c'est quand même celui d'équité. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que dans 1 an, quasiment jour pour jour, la directive européenne qui concerne la transparence des rémunérations devra rentrer en application, devra être transposée en droit français. Et pour ceux qui suivent un tout petit peu les négociations en cours entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux et les employeurs, probablement qu'on y viendra avant. Les négociations sont en cours, les discussions sont en cours. Il y a 7 critères qui sont sur la table. Et probablement que la législation devrait passer d'ici la fin de cette année pour une application dans la première partie de l'année 2026. Avec plusieurs enjeux, qui est celui d'abord de la transparence au tout début du funnel de recrutement, c'est-à-dire sur les offres d'emploi. Et puis un autre enjeu qu'on ne va pas forcément aborder ici aujourd'hui, mais qu'il faut quand même avoir en tête parce que c'est peut-être le sujet le plus dangereux, en tout cas le plus difficile à aborder pour les organisations, c'est aussi la publication des écarts de rémunération hommes-femmes par famille d'emploi dans vos entreprises. Ça existe déjà, hein, les index égalité, mais ils vont être complétés pour être beaucoup plus complets, avec la possibilité pour une personne potentiellement de demander quel est le salaire médian d'autres personnes qui font le même métier que moi dans l'entreprise, etc., etc. Avec des enjeux qui vont être très différents selon la taille de vos organisations, en termes de fréquence de publication, et puis aussi même de publication tout court, puisqu'on sait que potentiellement, dépendant de la taille des organisations, il ne sera pas forcément nécessaire d'avoir ça. La directive européenne, donc la commissaire von der Leyen, c'est une de ses premières directives, hein, quand elle prend la tête de la Commission européenne, c'est véritablement l'enjeu, c'est celui de l'équité homme-femme, de l'égalité homme-femme, avec une idée qui est très simple, qui est simplement que si on réduit l'égalité au tout début, notamment au début de carrière, bah, c'est plus facile de lutter contre les inégalités salariales hommes-femmes tout au long de la carrière. C'est-à-dire que si dès le début, on a de la transparence, bah, c'est plus compliqué pour les employeurs de payer différemment les hommes et les femmes, et donc d'avoir des écarts de rémunération qui se creusent tout au long de la carrière, notamment des femmes et donc des candidates précisément. Donc ça, c'est l'objectif principal. C'est une croyance qu'on avait déjà chez Indeed. Et puis, de toute façon, la croyance de la transparence, c'était quelque chose qui était déjà très présent chez Indeed. Chez Indeed, on a des milliers d'offres d'emploi, des centaines de milliers d'offres d'emploi, et on a la chance d'être un peu le baromètre de ce qui se passe sur le marché de l'emploi et du recrutement. Et la première chose qu'on voit, c'est que la transparence salariale a fortement progressé depuis l'avant-Covid jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'en tant que Français, on se dit qu'on n'aime pas parler d'argent, etc. La réalité, c'est que la France n'est pas un mauvais élève si on se compare à d'autres pays voisins, qui soient d'ailleurs dans l'Union européenne ou pas, hein, parce que vous pouvez constater le Royaume-Uni est largement au-dessus et il n'est pas concerné par la directive européenne. Mais aujourd'hui, en France, c'est la ligne rose foncé. On a un peu plus de la moitié des offres d'emploi qui sont présentes sur la plateforme qui affichent une indication de rémunération. C'est important, c'est une indication de rémunération parce que, disons, tous les formats sont permis. Pour certains métiers, ça va être le taux horaire. Pour d'autres métiers, ça va être le salaire mensuel. Pour d'autres, ça va être une fourchette annuelle. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois une fourche annuelle. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. J'ai vu un petit peu la liste des entreprises ou des annonceurs qui étaient présents. Et on voit que dépendant des organisations, ça va être extrêmement différent. Mais aussi dépendant des typologies de contrats de travail qu'on cherche à recruter.
notamment dans l'intérim. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont concernés, on s'aperçoit que c'est la quasi-totalité des offres d'emploi qui affichent une rémunération, parce que depuis très longtemps, les acteurs de l'intérim et du travail temporaire savent que ne pas afficher la rémunération, c'est totalement aberrant et c'est se tirer une balle dans le pied, et c'est simplement refuser d'avoir des candidats et des candidates, parce que ça va se jouer pour les intérimaires notamment, parfois à quelques dizaines de centimes de l'heure pour choisir entre une mission versus une autre, donc un acteur du travail temporaire versus un autre. Et ça, on le constate assez bien, parce que la transparence, finalement, elle est d'autant plus faible que les professions sont bien rémunérées, et inversement. Et vous pouvez le constater ici, c'est le graphe du milieu en haut pour la France. On s'aperçoit qu'effectivement, plus les rémunérations sont basses, plus le niveau de transparence est élevé. Et là, vous pouvez le constater, on est quasiment on est à un peu plus de 70% des offres d'emploi qui sont dans la tranche basse qui affichent une idée de la rémunération, tandis que les professions avec des salaires plus élevés, elles, sont un peu moins transparentes. Il y a moins cet affichage, pardon, est un petit peu moins présent. Voilà pour ça, et vous pouvez le constater, d'autres pays sont dans des situations extrêmement différentes, et notamment des pays qui sont concernés, et peut-être que certains d'entre vous sont des entreprises internationales. Vous pouvez le constater, certains pays sont extrêmement en retard, notamment dans le sud de l'Europe, mais aussi nos voisins allemands. La transparence des rémunérations, en tout cas visible sur Indeed, est quand même assez faible. Voilà, donc ça, c'est un état des lieux qui est important. Et on verra après aussi que potentiellement, il y a une petite fenêtre pour jouer sur la performance de vos offres d'emploi, mais qui va effectivement diminuer dans le temps. On y reviendra un peu plus tard. L'important, c'est véritablement d'aligner vos offres d'emploi avec les attentes des candidats et peut-être les attentes de l'époque aussi. Si on regarde les frustrations principales des candidats et des candidates, c'est d'abord la corrélation entre les exigences pour le poste à pourvoir versus potentiellement les compétences, les expériences que peuvent apporter les candidates et les candidats, et puis le manque de transparence. Voilà, c'est les deux principales frustrations qui sont visibles, qui sont mesurées par les candidats, et qui provoquent potentiellement beaucoup de choses, c'est-à-dire des candidatures qui sont un petit peu à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr, donc on va postuler, et puis le contraire, parfois on ne va pas postuler parce qu'on n'a pas l'information qui est nécessaire pour avancer. Et vous le verrez, hein, la transparence, c'est la rémunération, mais pas uniquement. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est un phénomène d'époque, mais c'est aussi un phénomène de génération. Même si les écarts ont tendance à se réduire, si on interroge les recruteurs et si on interroge des salariés, plus on est jeune, plus on plébiscite la transparence et plus on est ouvert à discuter de sa rémunération. Et finalement, c'est souvent d'ailleurs quelque chose qu'on entend. C'est, de toute façon, je vais mettre le salaire parce que quoi qu'il arrive, si les personnes vont finir par le savoir. Et donc on s'aperçoit quand même que les, heu, les générations, nouvellement entrées sur le marché du travail ou qui sont sur le marché du travail depuis seulement quelques années, elles sont beaucoup, beaucoup plus ouvertes à parler de la rémunération avec leurs collègues. Et donc, si on a des enjeux, effectivement d'aller capter des talents relativement jeunes dans vos organisations, ça va être important de s'aligner avec leurs attentes à eux et à elles, qui est celle de la transparence, notamment au sujet de la rémunération. Et puis, le salaire, ça n'est plus tabou. D'accord, c'est même si Laure le disait, ça reste un tabou, mais ça reste peut-être un tabou principalement du côté des employeurs, des recruteurs et des annonceurs. Moins du côté finalement des candidats et des candidates, des salariés. Le bouche à oreille, ça existe. Il est d'autant plus facile aujourd'hui de communiquer avec tous les canaux de communication qu'on a à nos dispositions, les outils de communication, pour aller comparer son salaire. On est aussi de manière générale plus ouvert aujourd'hui qu'on ne l'était dans le passé à parler de sa rémunération. Malgré tout, il subsiste des inquiétudes, d'accord? C'est une source d'inquiétude des 2 côtés, d'accord? C'est, côté recruteur et côté salarié. On voit qu'on a, il y a un ventre mou entre plutôt inquiet et pas vraiment inquiet. Il y a pas de c'est pas vraiment tranché. Les recruteurs, ils sont inquiets de ce que ça pourrait donner, le fait de devoir communiquer notamment le salaire médian.
et les salariés aussi. Donc, il y a une symétrie entre les deux. Même si les salariés ne considèrent plus que c'est un sujet tabou, malgré tout, on sait que ça pourrait provoquer des réactions chez ses collègues, euh, de partager sa rémunération. Et peut-être côté recruteur aussi, on sait que ça va créer des réactions dans les organisations, le fait de diffuser le salaire, le fait de devoir notifier au sein de l'organisation le salaire médian des uns et des autres. Donc il y a un vrai sujet d'inquiétude et pourtant, et ça c'est très important, chez Indeed, on mesure que le niveau de transparence, notamment au sujet de la rémunération, mais pas uniquement, c'est un vecteur de performance. Ça permet d'obtenir plus de candidatures, et on y reviendra après, mais aussi plus de candidatures potentiellement qualifiées. Les discussions qui vont s'engager entre un recruteur et un candidat, lorsque le candidat ou la candidate a eu l'information, ben, la discussion déjà ne va pas s'ouvrir sur la rémunération, puisque cette information aura déjà été diffusée. On va parler d'autre chose, et les candidats et les candidates se seront peut-être mis de côté d'eux-mêmes parce que l'entreprise ne propose pas une rémunération qui est conforme à leurs attentes. Et si on imagine aussi, une fois qu'il y aura 100% des offres d'emploi qui affichent le salaire, peut-être que ça fera aussi diminuer peut-être les prétentions salariales parfois extrêmement décorrélées de la réalité de certains candidats ou de certaines candidates. Donc, on s'aperçoit qu'on peut avoir plus de candidatures lorsqu'on affiche notamment la rémunération, mais on parlera aussi d'autres points sur la transparence. Et quand on interroge les recruteurs, ils voient la transparence salariale en début de candidature comme étant véritablement un atout. Et c'est exactement pour la raison que j'ai mentionnée, parce que ça permet d'engager la discussion sur autre chose que le salaire. On va pouvoir vérifier les compétences, vérifier l'adéquation du profil avec le poste à pourvoir, mais aussi avec la culture d'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important. Maintenant, je vais vous reposer une autre question. Est-ce que votre organisation, est-ce qu'elle est prête à la transparence salariale? Et peut-être pour dire les choses, pour réduire la question, notamment au niveau de l'offre d'emploi, c'est-à-dire d'être transparent sur toute offre d'emploi qui est publiée sur une plateforme comme Indeed. Est-ce que votre organisation est prête? Voilà. Et quand je dis, c'est pas forcément vous, est-ce que vous êtes d'accord, hein, c'est est-ce que votre organisation est prête techniquement à pouvoir diffuser de manière efficace là? Ok. Alors on y travaille, on en parle. Alors, il y a quand même il y a eu un non au début, hein. On est prêt, mais pas encore engagé. Ça, c'est intéressant comme nuance. Ça veut dire que techniquement, j'imagine que les informations sont bien présentes, etc., mais on n'a pas encore pris l'engagement de le faire. Certains sont prêts depuis un certain temps. Alors oui, pour les recrutements, et pour l'interne, c'est un sujet glissant. Ça, je pense que c'est probablement l'un des plus gros freins aujourd'hui. Il y a le premier frein, c'est il n'existe pas de grille salariale renseignée et propre, on va dire, dans mon SIRH, ce qui m'a empêché de pouvoir le diffuser correctement. Et le deuxième, c'est celui du dialogue social, hein, finalement. C'est-à-dire qu'en interne, ça devient un sujet glissant parce que lorsqu'on va chercher quelqu'un à l'externe, on va peut-être le payer, il ou elle, 5, 10, 15, 20 points au-dessus de quelqu'un qui fait déjà ce métier-là dans l'organisation depuis plusieurs années. Et je suis désolé, je n'ai pas donné le top, mais il y avait effectivement un petit sondage qui devait s'afficher. C'est de ma faute. Je me suis un petit peu emballé sur ce sujet-là. Ensuite, il y a intéressant, c'est on est prêt, mais pas pour tous les métiers. Donc, on le fait sur certains postes, mais pas sur d'autres. Et notamment, apparemment, sur les fonctions support, on n'est pas prêt, apparemment, dans certaines de vos organisations. Donc ça, c'est intéressant. Mais moi, j'ai fait j'avais la liste des entreprises qui étaient présentes aujourd'hui. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit podium. Et évidemment, je vais vous donner le podium en haut, hein, pas les moins transparents. Je vais plutôt féliciter ceux qui sont aujourd'hui d'ores et déjà les plus transparents, avec trois organisations relativement différentes qui sortent du lot. Pour vous donner une idée, ce sont des entreprises, lorsqu'on regarde toutes leurs offres d'emploi publiées depuis le début de l'année sur Indeed, qui vont avoir un taux de transparence qui va
qui va être au-dessus des 80% et jusqu'à 84% pour le premier de la liste. Et donc, les vainqueurs sont, je n'ai pas fait d'animation, mais sont le Crédit Mutuel sur la première marche du podium, Happy Restauration sur la deuxième marche du podium et enfin Feu Vert sur la troisième marche du podium. Donc, on a notre médaille d'or, notre médaille d'argent et notre médaille de bronze. Donc, bravo à eux. Pour connaître certains d'entre vous, je sais que c'est un travail de longue haleine, de documentation aussi très très forte dans les organisations, de manière à pouvoir diffuser très facilement les salaires, notamment dans les offres d'emploi. Mais c'est aussi une culture d'entreprise, c'est-à-dire c'est un point de vue de l'entreprise qui ensuite est diffusé à tous les managers, recruteurs, à toutes les directions, à tous les services pour dire c'est une valeur de l'entreprise, nous devons et nous voulons être transparents à l'extérieur. Et ensuite, ça se diffuse relativement bien dans l'organisation. Bravo effectivement à ces 3 entreprises. Et maintenant, je vais vous reposer une question, ça sera la dernière, un peu plus complexe. J'ai déjà peut-être donné une partie de la réponse, mais j'aimerais bien comprendre dans les organisations qui sont présentes aujourd'hui. Là, il n'y a pas de sondage, hein, c'est le chat qui fera office pour lire les réponses. Quels sont les principaux défis de votre organisation ou de vos organisations que vous allez devoir relever pour pouvoir mettre en œuvre une plus grande transparence salariale, notamment au niveau des offres d'emploi? Alors, ça tape dans le chat. Donc, assumer des salaires parfois moins compétitifs. Alors, on va y revenir parce que ça, c'est un point intéressant, peut-être même pendant que d'autres personnes renseignent. Ce qui est intéressant de noter, je vous ai mentionné tout à l'heure, on a plus de candidatures lorsqu'il y a le salaire affiché. Et en fait, c'est important de dire que, quel que soit le salaire, si on prend 2 offres d'emploi identiques, l'une qui affiche le salaire, même si c'est si c'est un salaire qui n'est pas compétitif, elle obtiendra toujours plus d'intérêt, donc de clics, de consultations et de candidatures, si elle affiche une idée de la rémunération. Donc ça, c'est très important. Mais ça, effectivement, cette performance-là, elle va avoir tendance à diminuer dans le temps. Une fois que 100% des offres d'emploi ont effectivement affiché la rémunération, bah, ce boost de performance, il aura tendance à disparaître. Et là, effectivement, les candidats et les candidates vont peut-être faire leur décision de candidater ou pas sur le facteur prix, donc sur le salaire qui est proposé. Alors, davantage de cohérence entre les régions sur les salaires appliqués. Donc là, c'est pour avoir une rémunération cohérente, enfin une grille de rémunération cohérente, pardon, dépendant de la localisation. Assumer les différences de salaire au sein d'une même équipe à poste similaire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le dialogue social. Quel référentiel on adopte? Effectivement, ça, c'est comme point de départ, c'est important. Assumer les différences de salaire avec la concurrence. Donc là, c'est important. Et on va y revenir, parce que la rémunération, ça fait pas tout. Bien respecter côté recrutement l'affichage de la fonction, de la zone géographique, zone de tension et type de métier. Donc, ça a été dit précédemment, c'est avoir effectivement bien savoir pourquoi on paye plus cher à tel endroit et pouvoir l'expliquer aux candidates et aux candidates. Et enfin, on parle d'équité encore ici. Si aujourd'hui, effectivement, vos écarts de rémunération sont très forts, le défi principal, ça va être celui de gommer les trop grandes différences pour pouvoir être plus équitable. Alors, il y a une question, on y reviendra peut-être après. Trancher sur la forme de l'affichage, intègre-t-on le variable dans les fourchettes? Je pense que le régulateur va trancher à votre place. Le régulateur, il vous dira ce que vous devez faire ou pas. Clairement, c'est la rémunération fixe qui est en tête pour le régulateur. Maintenant, potentiellement, si vous êtes moins disant sur le salaire fixe, ça sera l'opportunité pour vous d'être mieux disant en expliquant du mieux possible les rémunérations variables, bonus, etc., qui peuvent apparaître. D'une manière générale, l'idée, c'est de faire du salaire un atout. Et en fait, on pourrait barrer salaire, c'est de la transparence, en fait, un atout pour votre communication employeur. Ça peut paraître un peu étrange de vous dire ça, alors que Laure nous a dit en introduction que, notamment, une des choses que fait l'agence Watt, hein, c'est le développement de vos marques employeurs. Un candidat ou une candidate,
lorsqu'il ou elle voit une offre d'emploi, finalement, l'employeur, c'est pas très important. À ce stade-là, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui ou elle l'intéresse, c'est, la localisation du poste, quel que soit l'employeur finalement. Donc je cherche, un poste générique, je veux savoir si, s'il en existe autour de chez moi et ça, on le voit bien, c'est la loi de Pareto, qui s'applique. La plupart, ils vont regarder, ils vont cibler des postes ou des localisations géographiques avant de s'intéresser à un employeur. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a personne dans les 20. Certains d'entre vous ont des marques, commerciales extrêmement connues et donc là, bien sûr, il y a des gens qui, sortis d'école ou même au cours de leur carrière, veulent rejoindre vos organisations. Mais globalement, les candidats, au tout début de leur parcours, ils ne s'intéressent pas à l'entreprise. Alors ça peut paraître un peu contradictoire avec le fait de devoir développer sa marque employeur, mais c'est en fait exactement le contraire, puisque dans les 79 en fait, vous avez l'opportunité à chaque fois que quelqu'un va voir l'une de vos offres d'emploi, de le convaincre ou de la convaincre que c'est chez vous qu'il faut venir pour telle ou telle raison. Il peut y avoir la rémunération dans cette raison-là, mais évidemment, il peut y avoir, beaucoup, d'autres choses. Et du coup, là, on va faire le petit instant commercial. Finalement, je vais passer la parole à Louis. Je te laisse te présenter rapidement et on va parler d'une fonctionnalité, d'une feature, ce qui s'appelle les features d'employeur. C'est ça, oui. Merci Thibaut. Je me représente pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Je m'appelle Louis Ravel, je suis responsable grand compte chez Indeed. Je travaille principalement sur l'industrie et l'énergie et je vous accompagne sur la marque employeur et évidemment les stratégies de recrutement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Feature d'Employer. C'est une fonctionnalité qui est nouvelle, enfin qui a été revue, on va dire, en 2025 et comme on est en train de vous partager des conseils pour optimiser la performance de vos offres d'emploi, bah, là, je vais vous présenter vraiment celui qui est optimum. On ne peut pas faire beaucoup mieux que ça aujourd'hui. C'est une brique qui vient se brancher au-dessus de la sponsorisation. Alors, j'ai juste rappelé avec 2 slides ce qu'est la sponsorisation. J'imagine que c'est assez clair pour tout le monde, mais je le rappelle quand même. Indeed reprend l'ensemble des offres d'emploi du marché, donc indexe vos ATS et si vous avez la volonté de générer plus de performance sur vos offres d'emploi, vous pouvez décider de les sponsoriser. Donc c'est un investissement qui fait remonter vos offres d'emploi en tête des résultats. Donc, j'imagine que vous le connaissez. Voilà ce à quoi ça ressemble. Votre offre d'emploi apparaît en tête des résultats de recherche. Donc ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, le marché est tellement compétitif que toutes les opportunités pour engager le candidat sont bonnes à saisir. Quand je dis engager, il faut que les points de contact avec le candidat soient les plus importants et travaillés possibles. Et c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui le niveau futur d'employeur, puisqu'il va donner une dimension branding supplémentaire à votre offre d'emploi. Si on passe à cette slide, ouais, 76% des chercheurs d'emploi se renseignent sur la marque avant, sur la marque employeur d'une entreprise avant de postuler à un emploi. Et ça, c'est fondamental de se dire ça, puisque plus votre marque sera visible, plus vous allez pouvoir influencer la candidature et en tout cas l'engagement de votre offre d'emploi. Le niveau, et du coup, le niveau futur d'employeur qu'on vous propose d'atteindre, il est déclenché de par votre niveau d'investissement en sponsorisation, va se décliner en 3 points. Le premier point, c'est que vous allez capter davantage l'attention des candidats grâce à une mise en valeur augmentée de vos offres d'emploi. Deuxièmement, vous allez complètement vous démarquer de la concurrence et ça, c'est très important. Dans le moteur de recherche Indeed, aujourd'hui, de façon standard, il n'y a plus de logos qui apparaissent, par exemple. Seulement les offres qui sont featured employer. Et enfin, vous pouvez étendre cette stratégie à l'international, car, je le précise, c'est un produit qui fonctionne à l'étranger aussi. On passe à la slide suivante et j'ai fait un screenshot aujourd'hui du moteur de recherche. Je regardais tout simplement un métier, de directeur commercial en logiciel SaaS, et j'ai fait un screenshot de ce à quoi ressemble le moteur de recherche. Vous avez des offres qui apparaissent, non brandées, comme la première par exemple, et la deuxième qu'on voit apparaître, qui est chez Fiducial, apparaît parfaitement brandée. Elle atteint le niveau Featured Employer. Donc évidemment, elle pop beaucoup plus. Elle attire beaucoup plus, l'œil du candidat. Aussi,
il y a cette feature qui est complètement nouvelle, qui est quand vous vous rendez sur Indeed.com, la home page, vraiment, vous n'avez pas encore commencé votre recherche, eh bien, via les cookies que nous détenons sur vos précédentes visites en tant que candidat, eh bien, on va vous proposer des employeurs. Et là, on va pousser évidemment en priorité des employeurs qui sont à ce niveau featured employer. Et enfin, il y a plusieurs fonctionnalités, features de ce produit, mais j'en ai choisi que quelques-unes pour ne pas prendre trop de temps. Et enfin, si vous utilisez Smart Sourcing, autrement dit notre CV Tech, eh bien, tous les emails que vous allez envoyer, qui sont des emails pour entrer en contact avec les candidats, sont brandés, mieux brandés. Et on peut évidemment s'attendre à ce qu'ils génèrent beaucoup plus de taux d'ouverture, etc. Donc, on vous propose une suite vraiment fonctionnalités supplémentaires qui génèrent une attractivité supplémentaire et surtout des performances supplémentaires. Puisque c'est prouvé, on a plus 34% de candidatures commencées pour les employeurs qui atteignent le niveau Featured Employer. Et je voulais vous partager un exemple très récent avec l'un de mes clients qui est dans l'énergie et l'industrie. Alors, c'est vraiment très récent puisque on a fini, ce test au 4 juin. Donc il y avait la période précédente qui n'était pas Featured Employer et la période du 5 mai au 4 juin qui était Featured Employer. Donc l'investissement pour atteindre le niveau de ce client a augmenté de 36. Très bien, le niveau d'investissement est atteint et là ensuite on va regarder ce qui se passe. Donc, le nombre d'offres aussi a augmenté puisqu'ils se sont dit: «Très bien, j'augmente mon investissement, donc je peux augmenter aussi la voilure des offres que je veux, sponsoriser». Ça, c'est très bien. Le budget par offre, par contre, vu qu'on augmente le nombre d'offres, lui n'augmente pas. On est même en diminution, moins 4. Donc, on ne s'attend pas à une performance par offre supérieure. Mais vu qu'il y a le niveau Featured Employer, les performances sont bien, bien augmentées. On a plus d'impressions par offre. Ici, c'est 23%. Plus de clics par offre, 27%. Et surtout, plus de candidatures commencées par offre. On est à 33%. Donc, on est à 1% des 34% qu'on annonce. Le test vient d'être lancé. Et là, on peut voir tout de suite que vous n'êtes pas obligé d'augmenter votre budget par annonce, simplement atteindre ce palier qui fait que vous déclenchez beaucoup plus de performances supplémentaires. Et le dernier point, vous allez le voir, et ça, ce n'est pas des moindres, c'est que le coût à la candidature commencée est bien plus faible ici. Dans ce cas précis, il est tombé de 28%, donc quasi 30%. L'idée, c'est de rendre vos offres beaucoup plus performantes grâce à Featured Employer. Donc, je vous ai mis les prochaines étapes si ça vous intéresse, évidemment. Faites le point avec votre point de contact Indeed. Potentiellement, vous êtes vraiment pas loin du palier. Et avec certains de mes clients, je leur ai dit: «Vous êtes pas loin, prenez peut-être votre budget de la fin du mois de décembre ou du mois d'août, on le glisse là sur le mois de juin, juillet, vous atteignez le niveau et vous voyez ce que ça donne». Ça peut être par vase communicant, on peut le faire comme ça. Aussi, prenez, connaissance de ce niveau, voilà, à atteindre et puis faites un test. J'adore fonctionner avec des tests. Si, vous estimez que c'est performant, eh bien, vous pourrez réfléchir à l'année prochaine au nouveau niveau d'investissement qu'il faut atteindre. Il y a une question, je pense Mmh. qui te concerne directement parce qu'elle est effectivement, on parle d'augmentation Oui. du volume de candidatures commencées, mais qu'en Mmh. est-il de la qualité? Alors moi, je vais revenir à ce que je Mmh. disais tout à l'heure sur le niveau de transparence, Mmh. notamment sur la rémunération. Ce qu'on constate, c'est que globalement, ça augmente le volume de candidatures commencées. Parfois, ça le réduit, mais pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que ça exclut ou les candidats et les candidates s'excluent lorsqu'ils considèrent ne pas avoir, enfin que les prétentions salariales qu'ils ont ne sont pas remplies par la rémunération et donc ça permet d'avoir des discussions bien plus, poussées et qualitatives, et ça évite aussi une perte de temps, à la fois pour le candidat et pour la candidate, mais aussi pour le recruteur ou la recruteuse. Mais sur la qualité, on peut considérer que finalement là, on aura invité le candidat ou la candidate à mieux se renseigner sur l'entreprise puisque la visibilité de l'entreprise est plus prégnante dans les offres d'emploi. Oui, mais c'est surtout le travail, qui est fait en coulisses par Indeed, par rapport à la qualité. C'est, de l'intelligence artificielle qui est absolument partout. On regarde mieux les parcours de candidature, on regarde mieux les habitudes de candidature, on regarde mieux les CV. Tous les points de contact sont mieux analysés et si vous reprenez votre dashboard d'Indeed d'il y a 3 ans, on envoie déjà beaucoup moins de candidatures et on va vers une réduction, en fait, du nombre de candidatures qu'on vous envoie pour toujours mieux cibler.
Donc, petit à petit, on s'améliore et plus on aura de connexion avec votre ATS, et ça, c'est très important, plus la qualité sera renforcée. Et alors, je crois que je vais anticiper la question de Marie sur la qualité dépend surtout de nos critères. Et je suis absolument d'accord. On ne peut pas vous amener des candidats et des candidates. Et je vais conclure rapidement avec 2-3 petites choses, mais qui vont dans votre sens, Marie. Pour vous dire que ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que malgré tout ce qu'on se dit, malgré les outils qui existent chez Indeed, malgré les efforts que vous pouvez faire avec l'agence Watt pour vous présenter correctement à vos candidats et à vos candidates, on s'aperçoit que le recrutement, c'est souvent une rencontre qui est un petit peu manquée. Et pour vous donner un exemple, vous connaissez la page d'accueil d'Indeed, qui se décompose en quoi et où, hein, c'est un peu ce qu'on recherche quand on fait une recherche d'emploi. Aujourd'hui, 30% de la totalité des recherches d'Indeed dans le monde, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, on ne met pas de quoi, on met juste le où. Le candidat ou les candidats ne cherchent simplement à savoir que des offres d'emploi qui sont dans leur rayon de mobilité géographique. Ça représente 30%. Si on rajoute à ça des mots-clés extrêmement génériques, comme temps partiel, temps plein, travail à distance, télétravail ou même urgent, ça représente 40%, donc plus la localisation, hein, ça représente 40% de la totalité des recherches. Ce qui montre bien que ce n'est pas si facile que ça de trouver un travail et de ne pas avoir exactement, les infos à disposition. Dans le même temps, j'insiste parce qu'en l'espace de 3 ans, sur Indeed, aujourd'hui, on a 60% de la totalité des candidatures commencées qui ne proviennent plus d'une recherche. Ils proviennent de suggestions qu'Indeed, le moteur de matching, fait aux candidats et aux candidates. Je vais vous montrer, on parlait de transparence, les fameux critères dont vous parliez précédemment, Marie. Chez Indeed, on en a identifié 6 qui sont en fait extrêmement simples, certains dont je viens déjà de parler. La localisation géographique, il faut qu'elle soit la plus précise possible. Voilà. Ne pensez pas que parce que vous êtes près d'une grande ville, il faut mettre la grande ville. Non, il faut vraiment mettre la localisation la plus précise possible. Ensuite, on peut packager avantages et rémunération. Donc, rémunération, j'en ai suffisamment parlé, mais évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire l'économie, notamment si vous êtes benchmarké et que vous pensez que vos rémunérations sont plus faibles que celles de vos concurrents. D'expliciter très clairement les avantages qui sont à disposition des candidats et des candidates. Ensuite, et c'est très évident, hein, la typologie de contrat, est-ce que c'est un CDD, est-ce que c'est un CDI de l'alternance, etc. C'est évident. Ensuite, les critères demandés. Mais les critères demandés, il faut qu'ils soient extrêmement objectifs et que ça soit uniquement pour parler en très bon français, les must-have, pas forcément les nice-to-have. Donc, je fais exprès de prendre des métiers simples, enfin en tout cas simples, que tout le monde connaît. Un chauffeur poids lourd, il faut qu'il ait son permis poids lourd. Voilà. On n'a pas forcément besoin de lui demander beaucoup plus que ça. Et ensuite, les horaires, le cadre de travail. Quand vous voyez ça, vous dites ça, c'est pas une offre d'emploi complète. Il va me manquer les missions. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est inutile d'expliquer à un comptable qui va faire de la comptabilité à un chauffeur poids lourd qui va conduire un poids lourd. Ce qu'il faut lui expliquer, c'est sur quel matériel il va travailler, sur quel logiciel il va travailler, ce qui fait du contrôle de gestion, etc., etc. La transparence commence d'abord par des choses extrêmement basiques. On va éviter de le noyer avec d'autres informations. Et surtout, ça va vous permettre de parler de l'entreprise et du cadre de travail beaucoup plus facilement si vous éliminez un petit peu toute la pollution qu'on peut avoir dans une offre d'emploi autour de choses qui ne sont pas forcément nécessaire. Et pour conclure, pour ma part, on parlait de jeunes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles attentes aujourd'hui de candidats et de candidates? Si je vous montre je vous montre cette citation, nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de leur autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Ça, c'est un truc qu'on aurait pu lire à n'importe quelle génération, que mes parents m'ont dit, que mes grands-parents ont dit à mes parents. Voilà. Ça l'a dit un petit moment, on a toujours pensé ça. Donc déjà, c'est la première chose à avoir en tête. C'est pas parce que vous avez des jeunes qui ont des prétentions salariales, etc., etc. Non, c'est un phénomène, voilà, ça sera toujours comme ça. Et enfin, pour revenir aussi sur les critères, n'oubliez pas que le mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. D'accord? Et pour vous dire aussi que même si l'intelligence artificielle est bien présente partout, ces 2 images, je les ai générées en demandant, ce qui est écrit ici. Et si vous savez compter, vous verrez qu'il n'y a pas 5 pattes, il y en a beaucoup plus. Voilà. Et je vous assure que c'est ce que j'ai demandé, il y en a beaucoup plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que la transparence dans votre offre d'emploi, elle doit se concentrer sur des choses extrêmement basiques.
ce sont la rémunération, le cadre de travail, etc. etc. Et si vous vous concentrez sur ces choses basiques, mais extrêmement importantes, ça évite de polluer l'offre d'emploi et d'avoir des prétentions côté recruteur qui ne sont pas en adéquation avec le marché. Je sais qu'on a, je pense, zappé pas mal de questions au fur et à mesure. J'ai essayé d'en prendre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je pense aussi qu'on n'a pas très bien timé notre intervention, puisque on est déjà à la 40e minute. C'est parfait. D'accord. J'ai essayé de les prendre au fur et à mesure. S'il y a des questions spécifiques, je crois qu'il y en a eu. Peut-être tu veux y répondre sur la localisation. Quand sera-t-il possible de saisir France entière pour les fonctions support? Nous, on recommande clairement de ne pas le faire, puisque les candidats, plus que jamais, ont besoin de connaître la localisation précise de leur emploi. Je vous donne un exemple tout bête. Lorsqu'on pense à l'inflation, le coût de l'essence, et cetera, on a envie de savoir où est-ce qu'on va travailler et combien de temps ça va nous prendre, de nous rendre au travail et combien ça va nous coûter. C'est tout bête, mais c'est l'une des questions les plus importantes pour les candidats. Alors, il y a 3 questions que je vois. Alors déjà, Céline avait apparemment deviné que c'était un philosophe grec. Bravo, Ouais. avant que Bravo, Céline. j'accélère un petit peu et que je voulais vous poser la question, mais je voyais le temps filer. Une remarque de Charlotte que je dois reconnaître, je suis avec vous là-dessus. Effectivement, une partie des écoles ne sont pas extrêmement aidantes sur les prétentions salariales des jeunes diplômés. Et peut-être que la transparence, ça va être la clé pour résoudre ça, parce qu'il y aura peut-être un choc de réalité lorsque toutes les rémunérations seront bien affichées, et que finalement, ce que certaines écoles, pas toutes, on ne va pas toutes les mettre dans le même panier, mettent dans la tête de leurs jeunes diplômés, et peut-être disparaîtra. Et puis, alors une question, 3 conseils pour accompagner la transparence salariale en interne. D'abord, je pense qu'il faut se lancer. Ça, c'est la première chose, c'est que ce n'est pas une question de est-ce qu'il faut le faire, c'est il faut le faire et on a une date limite qui est juin 2026. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. D'accord? Il ne faut pas avoir peur. Et peut-être que je ne sais pas si c'est un conseil, mais si ça permet à vos organisations d'avoir une grille, et que cet enjeu d'équité, il se retrouve aussi dans vos organisations, je pense que ça, c'est peut-être un argument qui peut parler. Et peut-être un autre argument, il ne vous viendrait jamais à l'idée d'aller visiter un appartement ou une maison que vous souhaiteriez acheter si le prix n'était pas pensionné. D'accord? Dites-vous bien que c'est ce qui se passe dans la tête des candidats et des candidates. En fait, je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à cette entreprise, à cette offre d'emploi, s'il ne me dit pas l'information qui est la principale, parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on travaille pour une rémunération et pas exclusivement pour la gloire et le mérite. J'ai un conseil qui marche bien aussi. J'ai un conseil qui marche bien juste sur une expérimentation qu'on peut mener avec les salaires. J'ai quelques clients qui l'ont fait sur des métiers qui ne posent pas de problème en interne, par exemple, où les salaires sont liés à des grilles très précises et qui ne choqueraient personne, etc. On peut commencer par là, faites un test sur une vingtaine, une trentaine de métiers et on analyse l'avant-après. On regarde 1 mois plus tôt, 1 mois après le changement et puis vous allez voir, en fait, ça change absolument tout, pour les candidats et surtout pour les recruteurs. Leur entrant la parole, c'est ça? Non, vous pouvez toujours, je crois qu'il y avait quand même Ah si, il y a une question une question. Alors de Laure Schlesinger, effectivement. de Laure. Je ne sais pas Qui qui est était en cette rebond sur personne. l'histoire de la France entière. Parce qu'effectivement, sur les fonctions support qui peuvent être en full remote ou qui peuvent être rattachées nulle part en particulier, comment on fait? C'est une question piège. Cette question, elle est piège, et je pense qu'il vaut mieux que ce soit l'un de nos techniques qui réponde. Je sais qu'Alexandre est sur cette conférence, mais de mon point de vue, je pense que c'est surtout le candidat qui, il saisit son profil, mentionne qu'il est ouvert à travailler en remote. Dans les newsletters qu'il va recevoir, les offres qu'on lui propose, en général, les jobs qui sont potentiellement faisables en remote lui sont proposés. Mais c'est une question, je pense, qui est mieux pour un technique. Ouais. Désolée pour Je suis sur l'industrie et l'énergie, je n'ai que des métiers postés. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. Et il y a une question d'Aurélie sur le crédit mutuel. Est-ce que les 16% restants, parce que j'ai dit que c'était à 84%,
Sur quelle typologie de poste? Je reconnais que je n'ai pas fait cette analyse et à moins que vous travailliez au Crédit Mutuel, Aurélie, je ne vous donnerai pas l'information. Mais en revanche, si vous voulez savoir pour votre propre organisation, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut effectivement pousser cette analyse pour vous et vous dire, effectivement, est-ce que c'est les salaires les plus élevés qui sont les moins transparents et qu'il n'y a que le bas qui est extrêmement transparent? J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Bah, super, merci à vous 2 d'avoir été présents. J'ai l'impression qu'on a été assez concret, et en apportant des solutions. J'avais un dernier conseil moi sur, comment est-ce qu'on peut mettre en place, tout ça. C'est de vous rapprocher de votre agence préférée, évidemment, l'agence Watt, Bien sûr. puisque, nous travaillons pour un certain nombre, de clients sur le sujet du marketing des offres et donc le sujet de la transparence, fait partie évidemment de ce point-là. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle édition du Fait comme chez Watt. Merci Laure, merci Watt. Merci.